Il est en train de se passer quelque chose de très important. Avant, les gens étaient surtout préoccupés par la sauvegarde de la forêt tropicale dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a aussi des problèmes sur le pas de leur porte, que les arbres ici aussi doivent être protégés. 8 h du matin, l'aéroport de Manchester en Angleterre. Des militants du groupe écologiste Earth First, la Terre d'abord, prennent d'assaut la zone départ. En moins de 2 minutes, ils bloquent les accès. Objectif, protester contre la pollution provoquée par les avions. Liés les uns aux autres par des tubes de PVC, ils forment une chaîne impossible à rompre. Mission accomplie, le terminal est bloqué, mais les voyageurs sont furieux. Ça ne résout aucun problème. C'est pas comme ça qu'ils arriveront à leur fin. Regardez tous ces gens qui sont bloqués. Partez, partez, laissez-nous tranquilles. La police ne veut pas de témoins et notre caméra est de trop. Je suis désolée, vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous devez partir. Simultanément, une autre équipe d'éco-guerriers profite de la diversion et s'installe sur le toit d'un couloir d'accès au terminal. L'opération est un succès. Il aura fallu plus d'1 quart d'heure à la police pour expulser les éco-warriors. C'est plus qu'il n'en faut pour faire passer le message écologiste. Ces gens dans l'aéroport ne se rendent pas compte du niveau de pollution causé par les avions. Ils pourraient prendre le train plutôt que l'avion pour de courtes distances. J'espère en tout cas qu'ils réfléchiront à ce problème la prochaine fois. Nous nous battons contre tout ce qui peut détruire l'environnement sur cette terre. Les intérêts de l'industrie aéronautique et de l'industrie automobile sont étroitement liés à ceux de l'industrie pétrolière. Ils constituent d'énormes multinationales qui ont plus de pouvoir que les gouvernements. Le commando de Manchester n'est pas un groupe isolé. Il existe en Angleterre au moins une 30aine d'associations d'éco-guerriers, un véritable réseau. À Londres, sur les bords de la Tamise, d'autres écolos vivent dans les arbres depuis 1 mois. Ils veulent empêcher un promoteur immobilier d'abattre une rangée de peupliers. Parmi eux, Amanda Middleton et son mari John. Ils participent à la guerre écologique maintenant depuis 5 ans et ils ont perfectionné toutes les techniques de lutte. En cas d'alerte, si on voit les forces de sécurité arriver, on déclenche l'alarme avec cette corne de brume. Cela fait beaucoup de bruit. Cela réveillera tout le monde. Ceux qui dorment en bas seront prêts à grimper immédiatement dans les arbres. En quelques instants, tout le monde sera là. La police utilise en général des plateformes élévatrices pour essayer de nous déloger. Mais on se tient aux arbres, on s'attache au tronc ou aux branches, par la taille ou par les bras, et cela devient donc très difficile de nous descendre de là sans nous blesser. Les éco-warriors se relaient 24 heures sur 24 pour occuper les positions stratégiques sur la cime des peupliers. Ils savent que la police peut intervenir à tout moment. À 6 ans, le fils d'Amanda s'entraîne déjà pour les prochains combats écologiques. J'apprends à mon fils que les arbres sont très importants, qu'il faut les conserver pour les générations futures. Je lui apprends aussi qu'il faut savoir prendre des initiatives, défendre certaines valeurs, se prendre en main, agir au lieu de subir. Les Amis de la Terre ne se contentent pas d'une résistance passive. Ils ont organisé une campagne d'information pour alerter l'opinion publique. Ça, c'est une pétition. Depuis 1 mois, on a installé au bord de la Tamise un bureau d'information. Et on a recueilli les signatures de tous les gens qui passent. Et je crois qu'on a déjà plus de 2000 signatures. Ils n'ont pas le droit d'abattre ces arbres. Ce sont des peupliers qui ont été donnés par le roi George VI. Couper ces arbres pour des raisons purement commerciales, c'est inacceptable. Dans le quartier, les résidents ont pris fait et cause pour les écolos et sont eux aussi entrés en résistance. Le but des promoteurs et de la mairie, c'est de fermer le parc à ce niveau-là. Là, ce serait la fin du parc. Il nous resterait juste ce passage, au bord du fleuve,
pour aller au centre-ville. Et toute cette partie serait transformée en jardin privatif pour la résidence. Il n'y aurait plus de parc public, alors que c'est le dernier espace vert qui nous reste dans le quartier. À la grande surprise des autorités et des promoteurs, les résidents de Kingston, traditionnellement conservateurs, font aujourd'hui cause commune avec les Eco-Warriors. Je vous ai apporté à manger. Prenez le temps que c'est chaud. Je reviendrai prendre le plat plus tard. Il y a tellement de gens du coin qui ne veulent pas qu'on abatte ces arbres. Ils nous soutiennent par tous les moyens. Certains nous apportent de la nourriture. D'autres passent du temps avec nous sur le camp. Il est en train de se passer quelque chose de très important. Avant, les gens étaient surtout préoccupés par la sauvegarde de la forêt tropicale dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a aussi des problèmes sur le pas de leur porte, que les arbres ici aussi doivent être protégés. À Kingston, guerriers de l'écologie et gentlemen ont conclu une alliance contre les promoteurs immobiliers. Tous les lundis soirs, au pub situé dans le parc, ils se retrouvent pour harmoniser leurs actions sur le terrain et sur le plan juridique. La contre-attaque doit être menée sur tous les fronts. Quand cette histoire sera terminée, on ira ailleurs pour une autre campagne de protestation. Mais derrière nous, on laissera des gens qui auront appris à se battre contre les autorités municipales, les promoteurs. Ils savent maintenant comment utiliser la presse, les médias. Ils forment maintenant un groupe homogène qui restera vigilant. Cela ne va pas s'arrêter là. Les gens réalisent maintenant qu'il faut déjà se mobiliser pour protéger le prochain espace vert menacé. Dans les Alpes de Haute-Provence, un petit village perdu à 1000 mètres d'altitude. Il y a 20 ans, le village était presque à l'abandon. Aujourd'hui, une soixantaine de personnes y vivent quotidiennement. Leur point commun, c'est une philosophie de vie, l'écologie. Ça va bien, hein ? Ouais. Au revoir. Une école primaire a même ouvert ses portes. C'est une éco-école. L'enseignement y est sous contrat avec l'éducation nationale, mais elle est gérée par les parents. Très tôt, les enfants apprennent à respecter la nature. Et dès que le temps le permet, la classe, c'est dehors. Alain, l'instituteur, tente de leur donner une éducation écologique. C'est un petit truc qui pollue. Bah, tu le mets dans le sac. Il est quoi ? On regarde encore ce qu'on a trouvé pour aujourd'hui. Donc ceci là, il faudrait qu'on puisse le mettre dans un conteneur à verre, c'est ça ? Ouais. Si j'ai bien Sans compris. le bouchon. Sans le bouchon. Ah. C'est bien beau de tout mettre à la poubelle, mais ça peut servir, hein, un bocal. On peut le donner à quelqu'un qui le recycle. Ouais, le mettre dans une machine à verre. D'accord. Ce qui est pour moi intéressant, c'est une sensibilisation à la fois à l'environnement, mais que chaque enfant puisse avoir sa propre démarche. Pour qu'ensuite, quand il sera amené à quitter le village, il puisse effectivement se dire dans notre école, on faisait du tri, on mettait les papiers dans un coin. Là, on ne le fait pas. Pourquoi ? C'est plus que l'enfant trouve son propre modèle, je dirais, par rapport, et sa propre réponse par rapport à l'environnement. En 1975, des jeunes d'inspiration écolo-libertaire décident de créer une communauté. Ils achètent une ferme. Si aujourd'hui la communauté a disparu, Éour et ses habitants en ont gardé l'esprit. L'Assemblée villageoise se réunit une fois par mois, en plus du conseil municipal. Toutes les grandes orientations sont discutées ici, avec la population. Aujourd'hui, au programme, la gestion du bois et des eaux usées. Il faut couper le bois avant la fin avril, parce qu'après il y a la montée en sève et puis c'est nuisible à la forêt. Information aussi pour ceux qui ont une tronçonneuse, je viens d'avoir une possibilité d'avoir des huiles mécaniques donc faites à partir de végétaux et donc écologiques aussi, quoi. Point suivant, donc la station d'épuration. Donc on était parti sur un projet de filtre planté de roseaux. C'est les végétaux eux-mêmes qui digèrent, qui transforment les eaux usées avec un très bon niveau de qualité de rejet. Concilier croissance économique et respect de l'environnement reste le défi permanent du village. Et Éour ne doit pas être un village utopique. Pour Yves Michel, le maire, le projet est politique. Respecter les aspirations de chacun en accord avec la communauté. On apprend à se connaître les uns les autres pour savoir les goûts, les passions, les capacités de chacun. Et ensuite, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Que pour moi, c'est ça la démarche écologique. Donc là, c'est au niveau humain, avec la terre, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pousser qui respecte les cycles du sol, etc. Donc une solidarité naturelle, puisque c'est basé sur l'échange. Donc pour moi, c'est vraiment l'archétype même de l'écologie.
C'est pour qui? Pour Simon. À Éour, chacun a sa maison. Mais toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver comme au bon vieux temps. L'économie du village s'articule autour de l'agriculture biologique. Gérard vit à Éour depuis 17 ans. Il est aujourd'hui un des piliers du village. C'est lui qui nourrit toute la communauté. Il n'est pas né écologiste. Il l'est devenu par amour de la nature. Quand j'étais petit, je voulais être gardien de zoo, c'était mon obsession, mais jamais agriculteur, quoi. Puis ma foi, je trouve que c'est une erreur de jeunesse, parce que je trouve que ça me correspond bien, quoi. Ce militant vit l'écologie comme une religion. Il y a 20 ans, j'ai commencé à faire de la culture bio, j'étais un peu un pionnier, en France c'était marginal, en Europe aussi, et puis maintenant on se rend compte que toute la chaîne de pollution est liée à l'homme et que l'écologie, de toute façon, il faudra payer pour faire de l'écologie et il faudra payer aussi pour conserver notre santé. Donc à long terme, l'écologie et la culture bio, c'est la seule solution, quoi. Gérard dirige une exploitation de 10 hectares cultivée sans produits chimiques. Une fois par semaine, il descend de ses montagnes pour vendre ses produits. Autre caractéristique du village, une organisation solidaire entre les habitants. Aujourd'hui, Bernadette, la femme de Gérard, est de corvée de cantine. Pour elle, Éour doit servir de modèle aux citadins. La plupart des gens vivent en ville et je crois qu'ils peuvent aussi s'organiser avec leurs voisins de quartier notamment sur qu'est-ce qu'ils peuvent supprimer qui est anti-écologique, s'organiser au niveau des transports aussi. Au niveau de la nourriture aussi, il y a de plus en plus des biocoop, des magasins d'alimentation naturelle, des producteurs bio au marché qui peuvent aussi eux-mêmes s'alimenter mieux et favoriser le développement de l'agriculture biologique qui respecte la nature par ce biais-là. L'écologie est donc une nouvelle manière d'envisager l'économie. Les éco-villageois n'ont pas besoin d'aller faire leurs courses en ville. Ils ont réussi à créer leur propre autonomie en s'investissant dans la réalisation d'une coopérative alimentaire. Les achats se font en commun, les prix sont équivalents à ceux du marché classique. La biocoop, c'est la fierté du village. Dans le supermarché d'Éour, on trouve de tout. Des produits ménagers, des produits frais et même de la bière, mais bio. Chacun note sur une fiche d'achat ce qu'il prend, un système basé sur la confiance et le service mutuel. Tous les habitants s'accordent à reconnaître le principal inconvénient du village, son isolement. Pourtant, Gérard et Bernadette ne regrettent en rien leur exode urbain. Pour ces néo-ruraux, vivre à la campagne n'est certainement pas synonyme d'ennui. Ce qui peut choquer ici un étranger ou quelqu'un qui arrive, c'est de dire « Oh, mais vous devez vous ennuyer, qu'est-ce que vous faites l'hiver, etc. » Or, en fait, on n'a jamais le temps de faire tous nos projets dans ce village, on manque toujours de temps. Quels sont vos projets ? Avoir plus de temps pour moi, je sais pas, pour aller... Rêver, observer. Rêver, voir les oiseaux, je sais pas, faire de la photo... Contempler. Écrire de la poésie, contempler. Bien que Chopin, contemplateur. Mais bon. Mais de rêve profond, est-ce qu'on en a vraiment? Pas tellement. C'est un peu le paradis alors, mais où? Non, c'est pas le paradis. C'est une forme de paradis. Avec 4 millions d'habitants, Berlin et sa région constituent l'une des agglomérations les plus peuplées d'Europe. Les services responsables de l'enlèvement des ordures sont confrontés tous les matins à une tâche titanesque. Les tonnes de déchets produites chaque jour par la ville menacent l'environnement. Les autorités cherchent de nouveaux moyens écologiques pour traiter les ordures ménagères. La municipalité incite les citoyens au tri, 5 poubelles différentes par maison. Malgré un pourcentage important de matières recyclées par rapport à d'autres pays européens, et même si en 5 ans la production de déchets domestiques et industriels a baissé de près de 50%, il reste encore beaucoup trop d'ordures à traiter et à éliminer. Ainsi, la ville a développé une machinerie gigantesque qui tourne 24 heures sur 24, afin que Berlin reste propre. Mais la solution pour réduire encore plus le volume des déchets ne peut passer que par une prise de conscience des citoyens. Je crois que les gens ont finalement pris conscience du fait que la protection de l'environnement est quelque chose de très important.
même si c'est encore très vague. Simplement transformer cette prise de conscience en acte, c'est pas facile. Car il faut tenir compte des problèmes sociaux qui s'aggravent, pas seulement à Berlin. Le chômage augmente partout. On prévoit 4,5 millions de chômeurs pour cette année. Alors, dans ces conditions économiques difficiles, le problème de la protection de l'environnement passe pour beaucoup de gens au second plan. Je crois que beaucoup de gens préfèrent trouver un travail dans une entreprise, même si celle-ci ne respecte pas l'environnement, plutôt que de rester un chômeur écologique. Le premier souci de nos jours, c'est de travailler, pouvoir gagner sa vie. Voici les 3 principes écologiques fondamentaux pour le traitement des ordures. Réduire, recycler et éliminer. Protéger l'environnement et réduire les déchets est un principe qui doit être respecté dès l'achat des produits. Un réflexe que tout consommateur devrait avoir. Witold Brozek, ingénieur à la retraite, habite Berlin-Est. Même au supermarché, il pense en tant qu'écologiste responsable. D'abord, je choisis toujours des produits consignés plutôt que des produits jetables. Ensuite, je regarde d'où provient le lait. Et c'est bien sûr un problème de transport. Il faut que les trajets soient les plus réduits possibles pour éviter les gaspillages et la pollution. L'idéal serait de trouver du lait produit dans la région. Celui-ci est fabriqué à Heilbronn. C'est très loin d'ici. Pour moi, c'est une raison de ne pas acheter cette bouteille. Mais pour la plupart des consommateurs, c'est le prix qui guide l'achat et non les considérations écologiques. Pourtant, un pourcentage important des ordures ménagères et les coûts financiers que leur retraitement exige pourraient être considérablement réduits si le tri des matières récupérables était suivi dans les actes au quotidien. Il y a d'un côté les matières plastiques. Voilà mes ordures en plastique. Je les mets dans le bac jaune. Et puis il y a aussi les matières biologiques. Celles-ci sont en principe retraitées dans notre composteur. Un système pilote qu'on a lancé dans notre ville. Et ce compost est écologiquement utile. Je vais vous le montrer plus simplement. Voici donc mes déchets biologiques. Quelques épluchures, et puis là, les autres déchets non recyclables. Le verre, l'exemple du recyclage qui fonctionne. Berlin et ses environs rejettent 1,5 milliard de bouteilles par an. Elles sont jetées dans les containers à verre. De là, elles sont transportées vers un centre de recyclage au nord de la ville. Le verre est une matière récupérable à 100%. Au centre de recyclage, le verre est trié une deuxième fois afin d'enlever les matières étrangères. Avec un effort technique comparable à celui déployé pour l'exploitation de pierres précieuses, on nettoie et recycle les joyaux de notre époque. La demande des écologistes est d'établir des cycles de récupération pour d'autres matières. Un souhait techniquement réalisable, mais un souhait qui coûte cher. Si un procédé de recyclage devient plus polluant qu'un système d'élimination comme l'incinération, à cause des transports, cela n'a plus de sens, ni au niveau écologique, ni au niveau économique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut penser au porte-monnaie des citoyens. Les déchets non récupérables sont soit incinérés, soit stockés aux environs de Berlin. Grâce à une législation restrictive et des amendes conséquentes, l'État et les communes ont réussi à réduire la quantité de déchets commerciaux et industriels d'une manière significative. De 900 000 tonnes en 1992, ils sont passés à 300 000 tonnes pour l'année 96. Mais pour les ordures ménagères, les progrès sont beaucoup moins significatifs. L'incitation à respecter le tri des ordures reste un vœu pieux. Au gouvernement, on en est même à penser à créer une police des ordures ménagères.
Les déchets qui sont livrés ici contiennent encore trop de matière récupérable, contrairement à ce que pourraient penser les gens. 60 à 70% des ordures ménagères ne sont toujours pas triées. Lors d'un sondage récent commandé par la municipalité de Berlin, la majorité des personnes interrogées se dit très attentive aux problèmes écologiques et se prononce pour le traitement écologique des ordures. Un sondage que les pratiques quotidiennes contredisent malheureusement. Ligurie. Au sud du Piémont et de la Lombardie, cette région abrite un patrimoine écologique parmi les plus riches d'Europe. Hugo Fichter y dirige la section locale de l'association écologiste Legambiente. Le chemin sur lequel nous roulons traverse un parc classé patrimoine mondial de l'humanité. Mais en bordure de cet espace préservé, une vallée, la vallée des déchets. Sa découverte est à l'origine du plus important scandale écologique d'Italie, l'écomafia. Quand nous avons découvert l'endroit, nous étions cachés exactement ici, avec nos appareils photo, toutes nos caméras. Il n'y avait aucune barrière, tout était ouvert. Le sol était couvert de cadavres d'animaux. N'importe qui pouvait entrer dans la décharge. C'était hallucinant, il n'y avait aucune protection. Aucun respect des règles primordiales de l'hygiène, aucun respect de la loi. Cette décharge, initialement prévue comme décharge de secours pour une durée d'1 an, a été en réalité détournée de sa fonction. 2500 tonnes de déchets y étaient déversées chaque jour. Au terme de 5 ans de lobbying, cette décharge ne reçoit plus que 100 tonnes par jour. Une activité réduite, mais encore dangereuse pour l'environnement. Ils viennent décharger des ordures qui, normalement, auraient dû être triées au préalable dans une installation qui se trouve de l'autre côté de la ville. Les déchets secs auraient dû être séparés des déchets humides. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, les ordures n'ont pas été triées et sont déversées telles quelles. L'absence de tri des ordures de ce camion n'est passible au regard de la loi italienne que d'une ridicule contravention. Comme d'ailleurs l'ensemble des atteintes à l'environnement. Ce qui revient à une quasi-impunité pour tous les abus. C'est pourquoi Hugo Fichter tient le rôle de l'empêcheur de tourner en rond. Au Corpo Forestale, la police de l'environnement, il vient régulièrement apporter les preuves d'infraction dans le traitement des déchets. Voici les photos que nous avons prises. Et je crois qu'une opération de contrôle serait nécessaire si nous voulons comprendre pourquoi ce genre de choses arrive encore et comment elles se font. Il serait aussi intéressant d'effectuer des contrôles à la sortie du centre de tri. Vous savez bien que c'est très compliqué. Compliqué, mais la situation est en train de changer. Le militant écologiste Enrico Fontana a révélé un scandale qui porte sur plusieurs milliards de francs. La Déchet Connection, ou comment la mafia a fait main basse sur le traitement des déchets. Désormais, les atteintes à l'environnement sont passibles de vrais procès. Lorsque le tribunal a accepté que nous nous portions partie civile, les mafieux qui étaient en prison ont dit « Alors on ne va pas pouvoir fumer ». Pour eux, le fait que les écologistes soient partie civile signifiait qu'on allait leur interdire de fumer. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris le danger que nous représentions pour eux. Et pourtant, la mafia aurait tort de les sous-estimer. L'association Legambiente a obtenu la création d'une commission d'enquête parlementaire, la mobilisation des services secrets afin de démembrer le système de l'écomafia, un système qui repose sur un tour de passe-passe financier. Le prix du traitement des déchets toxiques est au minimum de 1000 lire par kilo. Il peut monter jusqu'à 1 million pour des déchets radioactifs. Alors, si on fait passer des déchets toxiques pour de vulgaires déchets urbains, la différence représente un bénéfice énorme, mais légal. Alfredo Milazzo a mobilisé une brigade qui se consacre exclusivement aux 15 décharges de la ville de La Spezia. Certaines, comme celle-là, ont été assainies et fermées. Mais d'autres, gardées en l'état, sont placées sous contrôle judiciaire pour les besoins des enquêtes en cours. Nous prélevons des échantillons de déchets pour en vérifier la composition, mais aussi pour s'assurer qu'ils rentrent dans la catégorie des déchets autorisés à être déversés dans cette décharge. C'est un bassin conçu pour recueillir les eaux de pluie qui tombent sur la décharge.
Ces eaux de pluie vont absorber des substances toxiques présentes dans les déchets avant de se déverser dans ce bassin. Ce liquide est toxique et il est dangereux. Normalement, il doit être recueilli et transporté vers un centre de traitement pour liquides très polluants. Ce sont des déchets spéciaux et très hétérogènes, qui proviennent souvent d'autres régions et qui finissent dans cette décharge. Ils peuvent aussi arriver de pays étrangers. Ils sont acheminés ici par plusieurs transporteurs. Ces transporteurs sont liés à différentes sociétés, à des intermédiaires. Évidemment, ce sont pour la plupart des sociétés écrans. 30 dirigeants de ces sociétés ont été mis en examen. Parmi eux, Orazio Duvia, qui selon un rapport de Legambiente serait à la tête d'un réseau de sociétés écrans où se croisent des intérêts de la Camorra napolitaine. Nous l'avons joint par téléphone. Il y a une enquête en cours, une enquête très importante. Je refuse de faire quelque déclaration que ce soit. Appelez mon avocat, vous verrez bien ce qu'il répondra. Et donc on peut l'appeler ? Il n'est pas là pour le moment. Sistemi Ambientali, la société d'Orazio Duvia dont officiellement il a démissionné. Mais cette entreprise existe toujours et continue à traiter des déchets. Comment ? Pour qui ? Nous avons tenté de poser ces questions. Mais là encore, même silence, les employés se terrent. Dehors, notre informateur reconnaît une salariée de la société. Excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi juste une seconde. Je ne travaille pas là, cherchez quelqu'un qui y travaille. Moi, je n'y travaille pas. Corruption, pollution, mafia, autant de bonnes raisons effectivement pour se taire. Mais Hugo Fichter, engagé dans ce combat, est persuadé de n'avoir découvert que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, nous passons le relais aux organismes d'investigation. C'est leur travail. C'est à eux qu'il revient d'aller de l'avant et d'incriminer les personnes concernées. Il est absolument certain que des sociétés européennes sont impliquées dans ce trafic. Le trafic de déchets est tellement énorme qu'il a forcément une dimension internationale. Nous sommes convaincus qu'à l'avenir, l'humanité affrontera 3 trafics majeurs, autour des personnes âgées, de la drogue et des déchets. Et le trafic des déchets est le plus juteux. Aujourd'hui, la peur des produits chimiques a remplacé la peur des microbes. À Snowflake, petite bourgade d'Arizona, sur le parking de cette station, une cliente pas comme les autres. Suzanne Melois vient faire ses courses et le plein d'essence une fois par semaine avec un masque à gaz. Suzanne fait partie de la communauté des chimico-sensibles, une population hautement allergique à la moindre émanation chimique. C'est pour cette raison que Suzanne doit se tenir le plus loin possible des postes d'essence. Je n'aime pas cet endroit. Il y a trop de circulation et de pollution. Je suis très inquiète pour les personnes qui travaillent ici. Ils ne vont pas survivre. Suzanne Melois a trouvé refuge sur les hauts plateaux déserts de l'Arizona, une des régions les plus pures des États-Unis. Elle s'est faite construire une maison spécialement étudiée pour limiter les risques de contamination, en céramique et aluminium. Et depuis 2 ans qu'elle vit ici, Suzanne marche sans problème et n'utilise plus sa chaise roulante. C'est angoissant de quitter la ville pour venir se perdre ici. C'est comme sauter au-dessus d'un ravin. Mais il n'y a pas d'autre solution pour vivre avec cette maladie. Il n'y a pas de médicaments. Si vous restez en ville, vous aurez intérêt à habiter près d'un médecin et vous dépenserez des milliers de dollars pour des médicaments inefficaces. Le seul moyen de guérir, c'est de quitter la ville. Suzanne travaillait à San Francisco. Quand elle est tombée malade il y a 10 ans, perte d'équilibre et trouble de la mémoire. Sa nouvelle maison est conçue comme un bunker. Aucune substance chimique ne peut y pénétrer. Tous les appareils électriques sont stockés dans une pièce spéciale. Cette pièce a été conçue pour accueillir tout ce qui est dangereux pour moi. Il y a mes livres rangés dans des armoires métalliques afin de me protéger des émanations d'encre et de papier. L'ordinateur est dans cette boîte. Il est isolé par du métal, du verre et du bois. Car les champs magnétiques et les ondes radio me rendent malade. Je pourrais devenir paralysée, avoir des crises d'épilepsie, ne plus pouvoir parler ni travailler. Tous les appareils électriques avec des transformateurs sont enfermés ici.
Le câblage de l'ordinateur passe sous le toit. Il est tressé et isolé dans une gaine d'aluminium. Tout doit être bien isolé pour me protéger le plus possible. Les câbles descendent à travers ces tuyaux, on dirait presque un sous-marin. Ils arrivent dans cette boîte. Là, il y a l'écran, et tout à fait au fond, même le clavier est isolé de l'intérieur. La télé pue, non seulement parce que les programmes sont mauvais, mais l'appareil lui-même est dangereux. Il faut éviter les émanations de vapeur toxiques quand les composants électriques chauffent. Aussi, j'ai placé la télévision derrière une vitre épaisse. Elle a sa propre petite pièce. Quand elle est allumée, je me tiens le plus loin possible. Mais le plus souvent, je la laisse éteinte pendant des semaines. Peter et Pamela Ruggles arrivent de Virginie. Pamela est chimico-sensible aussi. Ils se sont liés d'amitié avec Suzanne, la pionnière, et veulent s'installer à Snowflake. Peter a renoncé à sa carrière d'ingénieur pour suivre sa femme et l'aider à guérir. Aux États-Unis, on utilise beaucoup plus de produits chimiques qu'ailleurs dans le monde. Résultat, beaucoup de gens sont exposés à la pollution et tombent malades. Prenons l'exemple de l'agriculture. Il y a les engrais, les pesticides, qui sont utilisés à outrance. Notre chance, c'est qu'ici, il y a quand même beaucoup de communication au niveau national, et des petits journaux spécialisés traitent le problème des chimico-sensibles. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui souffrent des mêmes problèmes. Alors on se dit, non, c'est pas dans ma tête. Il n'y a pas que moi. Et peu importe ce que peuvent dire les autres. Aux États-Unis, les chimico-sensibles forment désormais une véritable petite communauté. À Snowflake, 7 familles, isolées du reste du monde, tentent de vivre loin de la pollution. Suzanne connaît tout le monde, elle tient à conserver les liens nécessaires à toute vie sociale. À quelques centaines de mètres se trouve la caravane d'Helena Carter, son amie. Une caravane fabriquée sur mesure, entièrement recouverte d'aluminium. Certains scientifiques estiment que l'on devient un chimico-sensible après avoir été exposé à une trop forte dose de polluants. C'est sans doute le cas d'Helena. Elle était chimiste à Seattle. Dans sa caravane, tout a été étudié pour la protéger des polluants. Air filtré, eau purifiée, tout sauf la peinture, pourtant biologique, qui ne lui convient pas. Depuis une semaine, j'essaie d'atténuer les odeurs nocives qui se dégagent de la peinture. J'ai découvert qu'en chauffant la peinture, les substances toxiques s'évaporaient plus vite. Alors plusieurs fois par jour, je chauffe la pièce. J'espère que cela ne prendra pas trop de temps, car pour l'instant c'est difficile. D'un côté, je chauffe et après je dois laisser les fenêtres ouvertes et maintenir la pièce froide afin d'aérer pour ne plus sentir ces odeurs. C'est pas très bon pour moi. C'est trop toxique. Pour l'instant, j'aime bien ici, mais je voudrais passer quelque temps à Polden, puis à Cottonwood, choisir un endroit où je me sentirais vraiment bien, et puis trouver un terrain et construire ma maison. Ce pays appartient aux Indiens. Nous sommes juste des invités, des sortes de réfugiés de l'oxygène. Là-bas, c'est le pays des Navajos. Un peu plus au nord, c'est le pays des Hopis. Et eux, ils n'ont pas détruit leur pays. Malheureusement, nous n'en avons pas fait autant. Partout où les Blancs sont passés, ont exploité des ressources naturelles et apporté leur soi-disant civilisation, il n'y a plus d'endroit pour vivre. Il n'y a plus d'air pour respirer. Nous devons nous réfugier dans le désert que les Indiens ont su préserver. C'est une dure leçon. Suzanne, Helena et les autres souffrent de voir le monde devenir fou. Si certains médecins les considèrent comme des malades imaginaires, d'autres pensent que nous sommes entrés dans l'ère des déficiences immunitaires.